Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Hubert Joly qui est l'ancien CEO de Best Buy, qui est actuellement professeur à la Harvard Business School. Un grand bonjour Hubert. Bonjour Roland. Alors Hubert, on se connaît depuis un certain nombre d'années. On va parler d'un sujet qui te tient à cœur. C'est ce que tu appelles the human magic. The human magic et comment est-ce qu'on transforme une organisation, non pas top-down en appliquant un certain nombre de règles prédéterminées de conduite du changement, mais en allant chercher l'énergie collaborative à l'intérieur du cœur des équipes et en faisant cet extraordinaire succès du retournement de Best Buy dont on va parler. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable. Aujourd'hui, vous êtes 226 inscrits à cette masterclass. La semaine dernière, on a eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Dolly, ancien directeur général chez Danone dans différents pays, qui nous a parlé de sport de haut niveau et de management, qui nous a parlé des 3 H d'Antoine Riboud, qui nous a parlé du leadership d'Aimé Jacquet, avec lequel il a pendant longtemps collaboré. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'excellence opérationnelle qui est présent dans une vingtaine de pays, disponible en 9 langues, dans des univers très différents comme la banque, l'assurance, les laboratoires pharmaceutiques, l'industrie ou les sociétés de technologie. Voilà, la page de publicité est terminée et on a l'immense plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Hubert. Est-ce que, Anouk, tu peux nous faire un portrait d'Hubert que nous accueillons aujourd'hui? Avec plaisir. Hubert Joly, vous avez fait vos études à HEC et à Sciences Po Paris. Vous commencez votre carrière chez McKinsey, où vous avez passé 13 ans. Vous devenez ensuite successivement président de EDS France, CEO de Vivendi Universal Game, CEO de Carlson Wagonlit et enfin CEO donc, de Best Buy. Membre du comité exécutif de Ralph Lauren, de Johnson & Johnson également. Et toutes ces expériences de leadership vous ont amené à beaucoup réfléchir sur la question du management sain en particulier, et du business. Vous êtes aujourd'hui donc professeur à Harvard sur la question et vous avez créé une chaire à HEC sur la quête de sens en entreprise. La quête de sens, la magie humaine d'ailleurs, c'est véritablement votre mot d'ordre. C'est en grande partie le sujet de votre livre. Et donc, Monsieur Joly, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui dans les masterclass de l'excellence commerciale. Merci Anouk, je rougis, voilà. Alors Hubert, quand tu reprends Best Buy en 2012, l'histoire est plutôt compliquée. Hein. On a Amazon qui est en train de dominer très largement l'industrie de l'électronique grand public. Il y a Circuit City qui a déposé le bilan, Radio Shack qui va pas très fort. Et puis du côté fournisseurs et les grands fournisseurs que sont Apple, Sony, Microsoft, qui commencent à installer leurs propres magasins face à Best Buy. Best Buy qui, rappelons-le, est le leader mondial de la distribution d'électronique grand public. Donc tu reprends Best Buy en 2012. Qu'est-ce qui t'a pris? Quelle folie t'a pris de reprendre après ta carrière extrêmement successful? Quelle folie t'a pris de t'embarquer dans cette galère? Alors, oui, nous sommes en mai 2012, je reçois un coup de téléphone. Je suis à l'époque PDG du groupe Carlson, qui ou de Carlson Wagonlit à TGI Fridays, Radisson, donc un groupe d'hôtellerie et de restauration et de voyage. Je reçois un coup de téléphone de Jim Citroen, que tu connais aussi sans doute, qui est le responsable chez Spencer Stuart des chasses de tête pour des PDG aux États-Unis, qui est un vieux copain en fait. Je dis, Jim, c'est lui qui est fou en fait. Jim, tu es fou en fait. Je ne connais rien à la distribution et ça a l'air compliqué. Et il me dit, non, en fait, tu vois, écoute, ils ne cherchent pas un spécialiste de la distribution, ils en ont plein en interne. Ils cherchent quelqu'un qui a une capacité de donner un regard neuf et de faire un redressement. Et toi, les redressements, c'est ce que tu sais faire. Donc, je suis convaincu que c'est pour toi, donc fais-moi un plaisir. Au moins regarde, examine. Et donc, avant de rencontrer le conseil d'administration de Best Buy, j'ai pris le temps d'étudier, comme m'avait demandé Jim, et j'ai vu 2 choses. Voilà. Contrairement un peu à tout ce que tout le monde pensait, premièrement, le monde
avaient besoin de Best Buy. Et les clients, pour certains de nos achats, pas tous, mais certains de nos achats, c'est quand même pas mal de pouvoir voir le produit, le toucher, l'écouter, poser des questions aux vendeurs, etc. Et deuxièmement, les fournisseurs avaient besoin de Best Buy. Puisque s'ils ont des produits qui sont juste sur des étagères à Walmart ou juste une vignette sur Amazon, ils ne peuvent pas mettre en valeur les fruits de leurs milliards de dépenses en recherche et développement, en fait. Donc, ils ont besoin de mettre en valeur leurs nouveaux produits. Et le bon endroit pour ça, c'est Best Buy. Donc, le monde avait besoin de Best Buy. Et ensuite, ce que je voyais, c'est que tous les problèmes qu'on avait étaient des problèmes qu'on s'était créés nous-mêmes. En fait. Donc, il n'y avait personne, on n'avait pas besoin de se plaindre vis-à-vis de quelque chose. Nos prix n'étaient pas compétitifs. L'expérience sur notre site était déplorable. La vitesse d'expédition des produits était médiocre. L'expérience en magasin s'était détériorée. La structure de coût était exagérée. Donc, tout ça, c'est les problèmes qu'on s'est soi-même créés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les résoudre. Et donc, je me suis dit qu'il y avait suffisamment de matière pour pouvoir y aller. Et donc, quand j'ai commencé le dialogue avec le comité, le comité du conseil d'administration qui avait été désigné pour recruter de nouveaux patrons, je leur ai dit, écoutez, moi, ça m'intéresse. Et voilà comment je pourrais imaginer de prendre le sujet. Alors, cette formidable aventure de Best Buy que tu racontes dans l'entreprise une affaire de cœur, qui vient de sortir en version française là, il y a quelques semaines, c'est aussi parallèlement une grande transformation personnelle de ton style de leadership. Quels a été ou quels ont été les moments clés de cette évolution managériale, de cette évolution de ta vision de ce que c'est qu'un grand leader? Oui, c'est ça en fait, parce que quand j'arrive chez Best Buy, je suis un leader transformé en fait. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, en fait, d'abord, on est tous leaders, puisqu'au minimum, on est leader de notre propre vie, et on est tous, chacun d'entre nous sommes nés, mais je crois qu'il n'y a personne qui est né à un leader en fait. On devient leader et on travaille sur nous-mêmes. Moi, l'histoire de ma vie, ça a été un peu l'histoire d'une transformation de quelqu'un que tu as connu au départ, qui était très centré sur la résolution de problèmes, qui pensait que la qualité principale du leader, c'est d'être intelligent, et ensuite de dire aux autres ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il y a un leader qui croit en la magie humaine et qui n'a rien de fumé d'illégal pendant cette transformation. Il y a eu plusieurs moments clés là-dessus. On a chacun notre parcours. Je me souviens, moi, une étape de mon parcours, c'est au début des années 90. Il y a deux amis moines qui m'ont demandé d'écrire avec eux un article sur la philosophie et la théologie du travail. Pourquoi travaille-t-on? Est-ce que le travail, c'est quelque sorte une punition parce qu'il y a un imbécile qui a fauté au paradis? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui nous plaît plus, comme les loisirs, ou etc. Ou bien est-ce que le travail, c'est une partie essentielle de notre humanité, une partie essentielle de notre épanouissement en tant qu'individu? Malheureusement, dans les entreprises, 80% des collaborateurs ne se sentent pas engagés dans leur travail. Il y a des statistiques là-dessus, donc c'est plutôt le cas numéro 1 ou le cas numéro 2. Si on peut arriver à être dans le cas numéro 3, qui est un peu un choix en quelque sorte, à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires à titre personnel et pour l'entreprise. Donc c'est un peu ça qu'on a raconté dans cet article. Et au même moment, je me souviens d'un dîner avec un client. J'avais un deal chez McKinsey, c'était formidable. Je travaillais pour des clients. C'est eux qui m'apprenaient des choses et ils me payaient. C'était un deal formidable. En fait. Donc, il y a un client qui m'a dit un jour à un dîner, il était venu au bureau, il dit la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Le profit, c'est évidemment un impératif, c'est aussi un résultat, mais ce n'est pas la finalité. Il dit il y a 3 impératifs dans une entreprise. Il y a l'impératif humain, il faut avoir des collaborateurs compétents, motivés, etc. Un impératif business, il faut avoir des clients qui en redemandent. Et puis, il y a l'impératif financier. D'ailleurs, l'excellence financière, c'est en fait, l'excellence humaine qui se traduit par l'excellence business, qui se traduit par l'excellence financière. Il disait, au-delà de ça, donc la finance, le profit, c'est un impératif et un résultat, ce n'est pas la finalité. La finalité, elle est probablement humaine, en fait, parce que finalement, une entreprise, c'est une organisation humaine qui fait, ce sont des gens qui font quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, en fait. C'était Jean-Marie Descarpentries, c'est ça? Jean-Marie Descarpentries qui disait ça. Et là, il tirait d'ailleurs des implications très concrètes qui peuvent être intéressantes pour chacun, en fait, que moi, j'ai certainement appliqué. Il dit,
dans ta réunion mensuelle de pilotage de l'activité, ne commence pas par les résultats financiers. Termine ta réunion par les résultats financiers, commence par les aspects humains et organisation, ensuite les aspects clients, produits, business, et ensuite les résultats financiers. Sinon, tu vas passer toute ta réunion sur les résultats financiers, tu n'auras rien compris parce que tu n'auras pas vu les drivers de la performance. Donc ça, c'est super intéressant. En fait. Ça, j'ai appliqué ça. Ensuite, il y a eu un troisième moment, en fait, je ne vais pas vous donner chaque jour de ma vie, mais un troisième moment qui était il y a à peu près 20 ans. Par certains côtés, Roland, on pourrait dire que j'avais réussi. En fait, j'avais été partenaire, j'avais plutôt bien réussi. J'avais été partenaire chez McKinsey plutôt à un jeune âge. Tu étais le plus jeune partenaire de mémoire du bureau de Paris. Je ne sais pas, enfin, j'étais jeune en tout cas. Bon. Et d'autre part, j'étais au comité exécutif de Vivendi Universal, on s'occupait de la restructuration. Donc, par cette raison, j'avais réussi de manière professionnelle. Et en même temps, donc, c'est un peu l'idée du livre de David Brooks, en fait, de Second Mountain. Donc, j'étais au sommet de ma première montagne. Et ce sommet, il était désolé. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de sens. Pourquoi? Probablement parce que j'avais vécu ma vie trop drivé par l'attirance en anglais on dit power, fame, glory or money, donc le pouvoir, la gloire et l'argent en fait, et pas suffisamment par le sens. Donc c'est ça qui m'a conduit à prendre du recul. Donc appelle ça ma crise de milieu de vie en fait, ça arrive d'entre nous. Hein. Donc ça m'a conduit à prendre du recul et j'ai pris un petit peu d'aide. En fait j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, qui conduit en fait à revisiter sa vie et à voir dans sa vie les moments où on a eu un goût positif de l'énergie et à l'inverse les moments où on était plutôt c'est pas terrible, et essayer de discerner ma vocation dans la vie en fait, et ma quête de sens finalement. C'est ça. Alors, il y a différentes manières. On n'a pas besoin d'être religieux pour ça. Il peut y avoir la méditation, il peut y avoir le dialogue avec des amis, le dialogue intérieur. Mais donc, essayer de discerner quelle était ma vocation. Et moi, je définis aujourd'hui mon purpose comme étant, mon sens de vie comme étant essayer d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi. Ça commence petit, parce que c'est là où je suis en fait. Et essayer d'utiliser la plateforme que j'ai pour avoir un impact positif sur le monde. Alors, quand j'étais chez Best Buy, c'était faire du bien chez Best Buy. Et aujourd'hui, là où je suis, c'est essayer de transmettre et d'aider la prochaine génération de leaders à devenir la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils peuvent être. Et très brièvement, la dernière étape qui m'avait marqué, c'était à partir de 2009, j'ai travaillé avec un coach, Marshall Goldsmith, qui m'a appris à embrasser non pas le feedback, mais le feed forward. Que j'ai fait dans le passé, je ne peux pas le changer, mais je peux décider les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer et ensuite demander de l'aide pour m'améliorer là-dessus. Et ça m'a libéré parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec le feedback. Pendant très longtemps, j'étais un perfectionniste. Et donc, les perfectionnistes, on n'aime pas quand ça ne se passe pas bien. Et malheureusement, comme on est humain, ça ne se passe pas toujours bien. Et donc, le fait d'arriver à me dire, voilà les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer et de demander de l'aide. Hein, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Ça a été un élément essentiel. Donc, c'est comme ça que, ensuite, c'est l'état dans lequel je suis arrivé chez Best Buy. Alors, tu arrives chez Best Buy et j'imagine que les collaborateurs sont pas tous pleins d'énergie et finalement on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, et c'est une étude que tu cites dans ton livre, une étude de ADP Research Institute dans 19 pays, donc une étude significative avec 20 000 personnes, qui estime que seulement 16%, c'est très peu, des employés sont pleinement investis dans leur métier. Donc la question, là, c'est comment est-ce qu'on redonne du sens à 125 000 collaborateurs. Donc, tu nous as décrit ta quête personnelle, mais ensuite, comment est-ce qu'on la diffuse pour retrouver finalement cette énergie initiale? Alors, il y a eu plusieurs étapes, en fait, bien sûr, Roland. La première étape, c'est en 2012. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, tout le monde pense qu'on va mourir. Il y a 0 recommandation à l'achat de la part des analystes sur le cours de bourse. Et le principal conseil que les analystes me donnent, c'est ce qui est traditionnel dans les redressements, cut. Il va falloir que tu fermes des magasins et que tu vires du monde.
Alors malheureusement, entre guillemets, tous les magasins sont rentables. J'ai regardé quand même. Donc fermer des magasins, ça ne paraît pas une stratégie gagnante. Et deuxièmement, virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème, alors qu'à mon avis, mon intuition, c'est qu'ils allaient être la source de la solution. Donc, je pourrais décrire effectivement ce qu'on a fait, le quoi. Donc, le quoi, c'était, on s'est assuré que nos prix, on a résolu les problèmes qu'on avait créés nous-mêmes, on a assuré que les prix étaient compétitifs, on a permis aux vendeurs de matcher les prix d'Amazon, on a investi, on a amélioré l'expérience client sur le site, on a réduit les délais de livraison. Aujourd'hui, on livre le jour même ou le lendemain. On a investi dans les magasins, on a fait des partenariats avec les grands fournisseurs, que ce soit Apple, Microsoft, etc., ce qui a changé la donne, etc., etc. Ça, c'est le quoi. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le comment. Et c'est là où on a eu une approche très humaine. Alors, toutes les entreprises disent, oui, l'humain, c'est ce qui est le plus important. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est que la première semaine que j'ai passée en tant que PDG de la boîte, j'ai passé dans un magasin à Saint-Cloud, dans le nord du Minnesota, pour écouter les collaborateurs. Et donc, j'étais habillé comme eux et je travaillais dans le magasin et je leur posais en fait 3 questions. Tu étais en blue shirt, c'est ça comment on appelle? Et j'avais ce badge que j'ai gardé, qui était extraordinaire. Hubert CEO in training. Et donc, je leur posais 3 questions. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? De quoi vous avez besoin? Évidemment, on le sait tous en fait. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses marchent bien, il faut toujours donner le crédit aux gens qui sont sur la ligne de front. Et quand ça ne marche pas, le problème, c'est généralement au sommet. Donc, il vaut mieux aller sur la ligne de front pour voir pourquoi ça ne marche pas. Et donc, mon job était simple, c'est d'écouter, de prendre des notes et ensuite de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Et ça, déjà, donc ça améliore le business. En plus, ça recrée de l'énergie parce que les gens ont l'impression d'être écoutés et qu'on va faire les choses. L'important, c'est de faire, évidemment, il suffit plus d'écouter. Donc, on a commencé par cet aspect humain. On a aussi commencé par l'aspect humain au sommet. Moi, je suis un peu maoïste, les poissons pourrissent par la tête. Et donc, on a très rapidement remplacé un certain nombre de membres de l'équipe de direction. Et on l'a fait assez vite. Les aspects humains, c'est aussi, tu vois, c'est gérer les réductions d'effectifs en dernier ressort. La priorité d'un redressement, et ça, j'ai appris ça aussi de Descarpentry, c'est augmenter le chiffre d'affaires. C'est pas toi que je vais convaincre, parce que c'est extraordinaire ce que la croissance du chiffre d'affaires peut faire pour l'entreprise. Donc, comment on croît le chiffre d'affaires? En adressant les problèmes et les besoins des clients. En parallèle, il fallait réduire les coûts, mais là, on s'attaque d'abord aux coûts non salariaux, ce qui, dans la plupart des entreprises, constitue la très grande majorité de la structure de coûts. Et donc, par exemple, chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs, et ils sont grands, ils sont fins, donc ils cassent. Donc, on cassait pour à peu près 200 millions de dollars par an de téléviseurs. C'est beaucoup d'argent. Et si on peut réduire ça de moitié, en travaillant avec les fournisseurs, la supply chain, etc., on a vérifié, il y a 0% des clients qui veulent acheter un téléviseur cassé, et c'est bon pour le PNL. Et sur les 2 milliards de réductions de coûts qu'on a faites, il y a plus des 2 tiers qui sont des réductions de coûts non salariaux, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec les effectifs. Et alors, ensuite, si jamais 1 plus 2, ça ne suffit pas, éventuellement, tu réduis les effectifs, mais là aussi, tu essaies de le faire de manière humaine et respectueuse. Et ensuite, la dernière chose, ça c'est le rôle du leader, c'est de créer de l'énergie. En physique, on apprend que l'énergie, c'est fixe, ça ne se crée pas en fait, ça se transforme, mais ça ne se crée pas. Dans une organisation humaine, c'est le contraire. En fait, on peut créer de l'énergie. Le rôle du leader, ce n'est pas tellement de trouver les solutions, c'est de créer un contexte dans lequel chacun peut donner le meilleur de lui-même. Comment on crée de l'énergie? C'est en co-créant le plan, c'est en commençant sa mise en œuvre, en engageant, en célébrant les premières victoires et en étant transparent. Tu vois, Roland, si toi et moi on a travaillé sur un projet qui n'a pas bien marché, on le dit. Tiens, ça n'a pas bien marché, on va s'y reprendre. Et ça crée un mouvement qui ensuite peut s'amplifier. Et donc ça, c'était la partie progressivement. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette approche humaine, elle a été appliquée dans la période la plus noire. Donc c'est pas juste quand tout va bien qu'on fait de l'humain, c'est en particulier quand tout va mal. Et alors ensuite, il y a eu une deuxième phase,
où là, on s'est intéressé au sens, on a défini notre raison d'être comme étant enrichir la vie des gens grâce à la technologie, et on a complètement transformé l'environnement qui a permis de libérer la magie humaine, et ça, c'était la deuxième phase. Alors ça c'était ma question suivante. Tu mentionnes dans ton livre l'anecdote de ces deux tailleurs de pierre. On pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et l'un répond, bah, je taille des pierres, vous voyez bien. Et puis l'autre répond, je construis une cathédrale. Comment est-ce qu'avec ton COMEX, tu as réussi à créer, à ciseler cet objectif qui nous dépasse, cette cathédrale que vous vouliez construire collectivement? Ça a été à la fois au niveau de l'équipe de direction, puis ensuite au niveau de l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'on voit bien aujourd'hui beaucoup d'entreprises, en France en particulier, suite à la loi Pacte, qui définissent leur raison d'être, et puis ensuite il y a la direction de la communication qui communique ça à tout le monde, et puis des gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait? On sait pas, on sait même plus comment on s'appelle. Alors, ça a été tout un cheminement. On a beaucoup appris, en fait, à travers ce cheminement. Ça a été passionnant. Il y a eu une première étape, effectivement, au niveau de l'équipe de direction. Donc, dans cette deuxième phase, la première phase, c'était Renew Blue. La deuxième phase, c'était Building the New Blue. D'ailleurs, quand on définit une stratégie, il faut toujours lui donner un nom, parce que sinon, on ne sait pas quelle est la stratégie. Donc, il faut un nom pour une stratégie. Et on travaillait sur essayer de comprendre les besoins des clients, les opportunités, etc. Mais on s'est aussi intéressé au why, au pourquoi. Donc là, on reboucle sur cette question de pourquoi travaillons-nous. Et alors, tous les trimestres, en fait, tu vois, on fait ça dans les entreprises, n'est-ce pas, hein? On se réunissait en tant qu'équipe de direction pour travailler sur la stratégie, les plans, l'organisation, les progrès, etc. Et une fois, j'ai demandé à chacun des membres de l'équipe de venir avec une photo de chacun d'entre eux quand ils étaient petits, quand ils avaient 2-3 ans. Alors, on a eu des photos croquignolesques, évidemment. Et ensuite, pendant le dîner, on a passé la soirée, en fait, à échanger, à partager les uns avec les autres l'histoire de notre vie, pas notre curriculum vitae, hein, mais l'histoire de notre vie avec les hauts, les bas, les moments de souffrance, les moments de défi. Beaucoup plus intéressant de partager les moments de souffrance que les moments de gloire. Et de partager les uns avec les autres un peu le sens de notre vie, en fait. Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Je ne parle pas de la vie professionnelle, dans la vie, qu'est-ce qui nous motive? Et alors là, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, chacun des membres de l'équipe de direction est un être humain. Pas juste un directeur financier ou un directeur commercial, un être humain avec toute sa beauté, mais aussi sa complexité. On est tous un peu complexes, on va dire. Et deuxièmement, à deux exceptions près, on partageait tous le même type de finalité dans notre vie. C'est la règle d'or, en fait, c'est de faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui existe dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Même Darth Vader, son fils dit que la force était quand même présente en lui. En fait. Donc, il y a ce désir qui peut être plus ou moins enfoui de faire du bien. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais nous, on est l'équipe de direction de Best Buy. Pourquoi on n'utiliserait pas cette plateforme pour faire de Best Buy une force de bien? Et donc faire que les collaborateurs aiment, et j'utilise le mot délibérément, aiment Best Buy, que les clients aiment Best Buy, que les partenaires fournisseurs aiment Best Buy, que les communautés dans lesquelles on opère aiment Best Buy et que les actionnaires aiment Best Buy. Ce qu'on appelle les love brands. Et ça change tout parce qu'à ce moment-là, on se dit, c'est plus juste un boulot. Ça fait partie de l'histoire de ma vie, en fait, d'être engagé là-dessus. Et donc ça, c'est un exercice que je recommanderais à chacun de faire, en fait, avec votre équipe, de poser ces questions, en fait. C'est souvent, ce pas les questions qu'on pose dans les entreprises, mais ça change tout. Alors, comment est-ce que tu casses la barrière? Parce que tu es CEO, tu as un COMEX, même si tu l'as renouvelé, il y a quand même des jeux de pouvoir, des jeux de posture. Comment est-ce que tu brises la glace avec ton équipe pour réussir à rentrer dans cette intimité très personnelle finalement que tu décris là dans votre réunion trimestrielle? Et alors, la décision la plus importante peut-être qu'on prend en tant que dirigeant, c'est à qui on confie des responsabilités, qui on met dans des positions de pouvoir. Et donc, moi, une erreur que j'ai faite pendant très longtemps, c'était de mettre l'accent principalement sur l'expérience et l'expertise.
le meilleur spécialiste du marketing digital ou de la supply chain, etc. Au cours du temps, j'ai mis de plus en plus d'importance, d'emphase sur qui est cette personne. Quand j'ai été interviewé pour devenir patron du groupe Carlson, Marilyn Carlson Nelson, qui est la fille du fondateur, et donc que j'étais envisagé que je remplace, m'a posé une question lors de l'entretien. Hubert, parle-moi de ton âme. Wow. Qui pose cette question? J'imagine que tu ne l'avais pas préparée, celle-là. Et on a eu une très bonne discussion. Et c'est un point important. Alors moi, je ne la pose pas comme ça, cette question. Je pose, parlez-moi de vous, quel type de leader êtes-vous? Comment vous voudriez qu'on se souvienne de vous? Ma femme Hortense, qui est coach de dirigeants, elle demande aux dirigeants de rédiger leur oraison funèbre. Hein? Et ça permet de connaître quelqu'un. Personne ne va dire, je veux qu'on se souvienne de moi comme étant celui qui a multiplié par 10 le cours de bourse de Best Buy. On s'en fout, pas qu'on s'en fout, mais c'est pas le truc le plus important, quoi, même si c'est vrai dans le cas présent. Donc ça, c'est une première chose. Hein, et donc d'être explicite sur les valeurs et le type de leadership qu'on veut incarner. Et ensuite de dire aux collaborateurs, aux leaders à tous les niveaux, si c'est un type de leadership, ce leadership qui est porteur de sens, de valeur, d'authenticité, de vulnérabilité, d'humanité, si c'est un mode de leadership avec lequel vous n'êtes pas en phase, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, je l'accepte parfaitement. Simplement, vous ne pouvez pas travailler ici. Hein, on va vous promouvoir comme client de Best Buy, on va s'occuper de vous comme client de Best Buy comme jamais on s'est occupé de vous, mais vous ne pouvez pas travailler ici. Et donc ça, c'est un point, c'est un point important. L'autre chose, le rôle du leader, c'est être, je ne sais pas quelle est la traduction française, mais c'est le role modeling. Donc, dans une conversation comme ça, peut-être que c'est le leader qui doit parler en premier de manière exceptionnelle. Oui. Et qui doit donner le ton. Et qui doit raconter les difficultés qu'il a eues dans sa vie, en fait. Pas juste regardez comme je suis fort. Se mettre à nu, finalement. Hein. Se mettre en position de faiblesse. Oui, parce que la seule chose qui existe dans la vie, c'est les relations entre individus, en fait. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup cette citation ce poème de Khalil Gibran, ce poète libanais, qui dit que le travail, c'est de l'amour rendu visible. Hein, et c'est pas par hasard que le titre du livre, c'est l'entreprise, une affaire de cœur, en fait. Hein, ou en anglais, c'était The Heart of Business. Il y a un peu des jeux de mots, mais d'ailleurs, ce qui nous a conduit à être classés dans les meilleures ventes de livres érotiques en France, n'est-ce pas? Ici, dans les meilleures ventes de livres d'entreprise. D'entreprise aussi, mais bon, voilà. Hein. Et donc, c'est ça. Et alors, c'est pas juste au niveau du comité de direction, tu vois. Moi, j'avais un patron de magasin à Boston, même chose, qui demandait à chacun de ses collaborateurs ou collaboratrices, donc 100 personnes, grosso modo, et toi, Roland, quel est ton rêve? C'est Best Buy ou en dehors de Best Buy, quel est ton rêve? Ok, on l'écrit dans la salle de repos du magasin. Et ensuite, il dit, mon rôle, c'est de t'aider à accomplir ton rêve. Ça change tout. Et la dernière chose sur laquelle je commenterai, c'est une fois qu'on a défini notre finalité, donc chez Best Buy, c'était enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Effectivement, il ne faut pas faire une campagne de communication, en fait. Il faut faire tout un travail pour que chacun puisse connecter, donc ce n'est pas du haut vers le bas, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, que chacun puisse connecter ce qu'il habite, hein, ce qui le drive, ce qui le motive, avec son boulot. Et que ce boulot soit connecté avec la finalité de l'entreprise. Et ça, c'est tout un travail, on pourra y revenir, mais donc il faut casser les choses que j'ai apprises, en fait, si je devais résumer ce que j'ai appris voilà, au cours de ces 30 dernières années en particulier chez Best Buy, c'est que tellement de choses que j'ai apprises à l'école ou dans les premières années de ma carrière sont soit fausses, soit dépassées, soit incomplètes. Et en résumé, ça se résume à quoi? C'est l'idée de la primauté du profit, ça c'est faux, c'est mauvais. Le management top-down, c'est faux, ça ne marche pas. Il faut réinventer l'entreprise autour de la poursuite d'une cause noble, hein, noble purpose, mettre les individus au milieu, réellement, embrasser l'ensemble des parties prenantes dans une sorte de déclaration d'interdépendance.
savoir créer un environnement dans lequel on peut libérer cette magie humaine. On crée un environnement où la motivation est intrinsèque, en fait, hein, et c'est de même que les collaborateurs font des choses très spéciales. Et gérer le profit comme un résultat et non pas comme une finalité. C'est ça le résumé. Et ce livre, c'est en fait, il décrit cette philosophie. C'est pas tellement l'histoire du redressement de Best Buy. Il présente cette philosophie et surtout donne plein d'exemples concrets, très pratiques sur comment, c'est pour tous leaders, quel que soit leur niveau, parce qu'encore une fois, on est tous leaders, pour chacun d'entre nous qui avons envie de cheminer dans cette direction, quelles sont tous les idées, c'est un peu un manuel en fait, voilà, pour avancer dans cette direction. Je n'ai pas l'exclusivité de la sagesse, mais je voulais partager ce que j'ai appris au cours de ces 30 dernières années. Écoute Hubert, un immense merci pour cet entretien. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de te garder encore avec nous pour les questions des auditeurs. Alors, on a bien sûr traditionnellement quelques suggestions pour nos auditeurs. Alors, la première suggestion, c'est de vous précipiter à la FNAC pour acheter l'entreprise une affaire de cœur, manuel pour révolutionner l'entreprise. Ça se lit comme un roman, c'est passionnant, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de conseils très concrets, c'est plein de citations, d'images à utiliser en tant que leader avec votre COMEX et avec vos équipes. On a sélectionné également Aristote, 10 clés pour repenser le management, un très joli livre de Pierre Delbé, qui est philosophe. Et puis, on a sélectionné également de Saint Ignace de Loyola les exercices spirituels qui normalement prennent 4 semaines, hein, je crois. Toi, tu l'as fait en combien de temps, ces exercices spirituels, Hubert? 4 semaines à temps plein. Moi, je l'ai fait sur 2 ans en cours du soir, tu vois. Sur 2 ans en cours du soir, d'accord. Voilà, donc quelques lectures pour approfondir ce que nous a dit, ce qu'a partagé avec nous Hubert. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface et Anouk va nous les partager. Anouk, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Alors oui, on en a quelques-unes. Donc, vous dites que le retour terrain est très important. Est-ce que vous seriez prêt à intégrer des gens du terrain dans le COMEX? Belle question. Alors, dans mon comité de direction, il y avait notamment Shari Ballard, qui avait fait toute sa carrière dans l'entreprise et qui avait commencé à travailler en magasin, en fait, comme assistante d'être directrice adjointe de magasin. Il y avait aussi, alors, mon successeur, qui est en fait ma successrice, Cory Barry, avait passé, quand elle a été nommée, donc il y a 2 ans en fait, hein, patron de l'entreprise, elle avait passé 20 ans dans l'entreprise, notamment sur le terrain. Alors, donc peut-être que la question c'est est-ce qu'on intégrerait directement des gens du terrain dans le comité de direction? Donc ça, je n'ai pas fait, mais en revanche, il y a un truc que Alon Modali, l'ancien patron de Ford, fait, que je trouve très intéressant. C'est quand il fait ses réunions hebdomadaires de pilotage de la performance, il a tout un système très sophistiqué. Donc, il a ses principaux dirigeants et il fait venir, soit en virtuel, soit en présentiel, des gens du terrain pour assister et écouter à la réunion. Et un des effets bénéfiques de ça, c'est que ça rappelle à tout le monde qu'on est là pour travailler pour les gens du terrain et ça évite les prises de bec et les comportements de style jardin d'enfants parce que face aux gens du terrain, les gens vont avoir envie de quand même bien se comporter. Donc, voilà comment je répondrai à cette question. Est-ce que vous aviez, comme chez Accor, un shadow COMEX avec des jeunes prometteurs des high potential qui répliquent chaque fonction du COMEX? Non, on n'avait pas ça, mais on avait tout un ensemble de systèmes en fait pour s'assurer de rester connecté au terrain. Alors, il y avait un système pour faire remonter tout ce qui ne marchait pas. Parce que moi, je passais beaucoup de temps dans les magasins, même pas seulement la première semaine, donc on peut glaner quelque chose comme ça, mais c'est bien d'avoir un truc systématique. Et donc, on avait créé tout un réseau de remontée par capillarité de ceci. On utilisait toutes les occasions. Quand on réunissait tous les ans au mois d'octobre, on réunit tous les patrons de magasins et patrons opérationnels juste avant la période des fêtes.
eh bien, à chaque petit déjeuner, etc., on réunissait des petits groupes pour les écouter. Alors, c'était pas très juste parce que souvent, c'était les meilleurs, en fait, qu'on réunissait. Donc, si tu étais meilleur patron de magasin, tu gagnais d'avoir un petit déjeuner à 7h moins le quart le matin avec le patron pour raconter ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc, tout un ensemble. Et puis, beaucoup de skip level. Donc, tu vois, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, parce que moi, une des choses que j'ai appris, c'est que, on le sait sans doute tous, c'est impossible quasiment de diriger une entreprise en étant assis à son bureau et en regardant des spreadsheets. Ça ne reflète pas la réalité. Donc, il faut, pour ça qu'on a 2 oreilles, tu verras toute personne de Best Buy, 2 oreilles et une seule bouche. C'est pour passer plus de temps à écouter. Donc, c'est des skip level meetings, des focus groups, etc., etc. Est-ce que la motivation financière est une motivation valable face à la quête de sens? Ah, alors ça, c'est passionnant. Il y a tout un chapitre du livre qui est consacré à ça. Il y a une étude, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment par le MIT, qui montrent, alors ça va déménager dans les chaumières, dans les forces de vente, en fait. Ça montre que les incitations financières détériorent la performance. Les incitations financières détériorent la performance. Alors, quand le monde était un monde du travail était un monde très mécanique, hein, donc le taylorisme, etc., ça pouvait marcher. Mais dans le monde où le travail est assez créatif et il faut plutôt ouvrir l'esprit, c'est très intéressant. Les incitations financières détériorent la performance. Alors, si on s'interroge, moi, j'interroge des collègues, des collaborateurs, quand tu te lèves le matin, est-ce que c'est principalement, tu organises ton travail et ta vie en fonction de qu'est-ce qui va te permettre de maximiser ton enrichissement personnel? La plupart des gens disent, ben, évidemment non. Hein. Alors, soyons clairs, moi je suis pour que on partage la création de richesse. Mais le problème, en fait, c'est que si on utilise la carotte et le bâton, hein, ce qui sont un peu les institutions financières, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des ânes ou des comportements d'ânes. Et dans les entreprises d'aujourd'hui, ben, on n'a pas besoin d'ânes, on a besoin d'êtres humains intelligents. Et donc, il faut complètement recabler en fait notre mode de management en s'appuyant sur la motivation intrinsèque et les ingrédients en fait, qui sont décrits dans le livre, qui sont effectivement le sens, les relations humaines authentiques, pouvoir être reconnu en tant qu'être humain, l'autonomie, hein, la croissance personnelle, l'apprentissage, la croissance, la psychological safety, la sécurité psychologique, le fait de sentir que je suis pas menacé. Et notre rôle, plutôt que de se dire, voilà, je vais concevoir le système d'incitation parfait qui n'existe pas et qui est dangereux en plus, mon rôle, c'est de créer l'environnement dans lequel, voilà, il va y avoir une énergie intrinsèque qui va se libérer. Comment trouver sa finalité d'entreprise, sa raison d'être? Alors, pour moi, la finalité de l'entreprise, sa raison d'être, elle se trouve, et c'est effectivement un travail, à l'intersection de 4 cercles. Et donc, c'est pas juste comme ça qu'on sort de nulle part. Il y a un premier cercle, c'est de quoi le monde a besoin, quels sont les besoins sous-jacents. Souvent, les entreprises, elles se définissent à travers leurs produits. Non, il faut se définir en fonction des besoins humains qu'on essaie de résoudre dans le monde. Ça change tout. Deuxième cercle, c'est quelles sont les compétences uniques que j'ai en tant qu'entreprise. Hein. Pour nous, Best Buy n'a pas les mêmes compétences qu'Amazon. Amazon, ils ont des compétences, on en a d'autres. Important de bien les cerner. Troisième cercle, c'est qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Ce qui était un peu la discussion qu'on a eue pendant ce dîner. Et quatrièmement, comment on peut gagner de l'argent, parce que s'il manque ce quatrième cercle, ça devient de la philanthropie ou du missionnariat, etc. Et donc, quand on arrive à définir ces 4 cercles et de voir leur intersection, à ce moment-là, on peut, au cœur, voir quelle est la finalité de l'entreprise. C'est pas mal, quand on le fait, d'intégrer l'ensemble des parties prenantes dès le départ, hein, parce que tout ce qui est ESG ou responsabilité sociale d'entreprise, ça ne doit pas être une idée après. Non, ça doit être dans le cœur du dispositif. Et dernière chose que je dirais, une question à se poser, c'est quel est le degré d'ambition qu'on veut avoir? Est-ce qu'on veut juste décrire ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on veut juste s'intéresser aux besoins de nos clients?
ou bien est-ce qu'on veut en fait être une force de bien dans le monde et contribuer à résoudre les grands problèmes sociétaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être irréaliste, mais où est-ce qu'on met le curseur? Ça, c'est une vraie question pour les équipes qui travaillent là-dessus. Quels ont été les principaux obstacles lors de la relance de Best Buy? Les principaux obstacles lors de la relance de Best Buy, il y en a une qui est, il y en a un qui est que tout ceci, c'est facile à énoncer, mais c'est difficile à faire, donc c'est beaucoup de travail et de persistance. C'est le fait que c'est pas linéaire, donc il y a des trimestres, parce que dans les entreprises, on est pas mal rythmé par les résultats trimestriels, et des trimestres où on faisait des bons progrès, puis il y a eu un trimestre à un moment donné, tiens, ça s'est pas bien passé, pas passé aussi bien qu'on aurait voulu. Donc comment on réagit par rapport à ça, ça c'est vachement intéressant en fait. Est-ce qu'on baisse les bras, est-ce qu'on panique, ou est-ce qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé et on remet le travail en route? Il peut y avoir des choses qui arrivent, des crises, on a eu plein de crises. À un moment donné, on nous a dit, le FBI nous dit, on pense que vous êtes la dernière victime des cyberattaques. On nous dit ça 15 jours avant Black Friday, tu vois. Donc, comment on gère ça? Il y a aussi la crise avec les droits de douane sur les produits venant de Chine, qui était à peu près 60% de ce qu'on vendait. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on a faites qu'on ne savait pas faire, en fait. Donc, au fur et à mesure, et ça, c'est une grande qualité du leader, c'est d'être capable de dire, je ne sais pas. Alors, c'est devenu super facile parce que peut-être que certains d'entre vous aviez le manuel pour gérer le Covid, mais le reste d'entre nous, on n'avait pas ça. Donc, aujourd'hui, plutôt que d'avoir des leaders qui sont omniscients, omnipotents, des leaders qui sont authentiques et qui sont vulnérables et qui sont capables de dire, ça, c'est nouveau pour moi, il va falloir qu'on... Et donc, qui demandent de l'aide, qui demandent conseil. Donc, quand on a pivoté en phase redressement à la phase croissance, on s'est interrogé comment on peut arriver à transformer l'entreprise, quelle est la meilleure manière de s'organiser, par exemple, parce que l'erreur que je faisais, c'était, je demandais aux équipes qui géraient Best Buy, en même temps de réinventer Best Buy. Et bien ça, c'était une erreur, parce qu'une boîte de Best Buy, c'est un peu plus de 50 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est un vrai travail à temps plein, en fait. Et quelles que soient les bonnes intentions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe sur le côté, le bureau de la croissance stratégique, ou le département de la croissance stratégique, qui a pu travailler sur les prototypes de nouveaux services, les pilotes, les tests, et qui avait la capacité à se dégager du quotidien pour réinventer l'entreprise. Donc voilà, il y a eu plein d'obstacles et comme dirait Churchill, comme a dit Churchill, la vie, c'est d'aller, alors lui disait de catastrophe en catastrophe sans perdre son enthousiasme. Donc on pourrait dire la vie, ça c'est plutôt d'aller de défi en défi sans perdre son enthousiasme. Écoute, sur cette magnifique citation, on va conclure cet entretien. Un immense merci Hubert, c'était un grand plaisir. Moi, je retiens plein de choses. Je retiens le feed forward pour finalement décider de ce qu'on veut, de ce qu'on désire améliorer dans le futur. Donner un nom à la stratégie. Même Dark Vador est habité par la force. Construire une love brand qui soit aimée par ses collaborateurs d'abord, puis ensuite par ses clients, par tous ses stakeholders. La merveilleuse citation que tu nous as citée là de Khalil Gibran, le travail, c'est l'amour rendu visible. Vraiment, on a découvert, on a entrevu une partie de la human magic que tu décris si merveilleusement dans ton livre. Donc, je vous invite encore une fois tous à vous précipiter à la FNAC pour acheter l'entreprise Une affaire de cœur. C'est un grand moment à la fois de management, de plaisir et de sagesse. Voilà. Et Hubert, je te souhaite le meilleur à la Harvard Business School pour transmettre ta fantastique expérience et j'espère avoir l'opportunité, on espère avoir l'opportunité de t'accueillir dans le futur dans les masterclass de l'excellence commerciale pour aborder d'autres sujets. Un immense merci Hubert. Merci Roland, merci Anouk et merci à tous. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous.